Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez grandi en Normandie avant de vous lancer dans des aventures musicales qui vous ont permis de faire votre beurre grâce à un public qui, en vous écoutant ou en écoutant vos chansons, n'a jamais cessé de boire du petit lait. Bonjour Arnold Turboust. Bonjour à vous, bonjour Jacques, merci de m'inviter. C'est une joie. Alors on va parler de votre nouvel album bien sûr tout à l'heure, mais vous avez un parcours absolument étonnant et très varié. Donc le principe des clés d'une vie, c'est de raconter ce parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est une télévision, le 1er mars 1980, où vous n'êtes pas là, mais comme c'est un playback, vous êtes quand même là avec cette chanson. Japanese Pie, le Marquis de Sade, car vous avez participé à l'enregistrement et après vous avez disparu. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais parti sur des études, si vous voulez. Je faisais des études et j'avais un ami avec qui je jouais au lycée, en terminale. Tous les midis, nous ne faisions pas de sport, nous faisions de la musique. Lui faisait de la batterie, moi des claviers. M'appelle et me dit j'ai un groupe et on va enregistrer et ça doit être toi qui dois venir. Voilà. Et donc je suis parti à Rennes, que je ne connaissais pas. Et j'ai fait ça, ça m'a tout de suite... je me suis tout de suite bien entendu avec les personnes. J'ai fait une partie de piano. Je suis reparti, enfin 2-3 trucs, enfin même plus que ça, 2-3 parties. Je suis reparti et 2 mois après, je m'entendais à la radio une longue intro de 2 minutes. Voilà, c'est le début. C'est incroyable de se retrouver dans une aventure comme ça, en plus quand on connaît la notoriété de Marquis de Sade maintenant. Voilà, alors c'était la première télé de Marquis de Sade, l'émission Panorama des spectacles uniquement sur Rennes parce qu'il ne fallait pas déranger la France entière. Et pourtant, c'est un groupe qui a marqué l'histoire du rock à la fin des années 70. C'est un mélange de New Wave avec des influences style David Bowie. Il y avait quelque chose de David Bowie que vous connaissez aussi. Oh oui, je connais bien, peut-être aussi une petite influence new-yorkaise, aussi avec Television, Tom Verlaine, des choses comme ça. Et le Marquis de Sade, en fait, le château du Marquis de Sade, on le sait peu, a été au départ presque sauvé par Marcel Julien, qui était à l'époque président d'Antenne 2, et ensuite c'est Cardin qui a reconstruit le château et a fait un village autour, Lacoste. Ah ouais, moi je pensais que son château c'était le château de Vincennes parce qu'il a quand même été longtemps le château de Vincennes. Oui, mais là il y a un château à Lacoste en Provence. Ah oui, d'accord, que je savais pas. Alors c'est vrai qu'il y a ce style, c'est sombre, c'est dépressif, c'est en anglais avec un peu d'allemand, mais vous êtes plutôt chanson française au départ. Ouais. J'aime beaucoup. Ça a toujours été en fait, si vous voulez, c'est jamais bien facile de chanter français, mais je trouve que c'est le plus grand plaisir quand j'entends une chanson avec une bonne musique, un bon texte, un bon interprète. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. C'est plus facile pour beaucoup de chanter en anglais, parce qu'au moins on les comprend pas, alors que le français on comprend tout de suite. Oui, on comprend pas toujours parfois, mais c'est autre chose. Ça c'est autre chose, mais ça sonne bien, c'est ça l'important aussi. Alors, il se trouve que Rennes, effectivement, vous découvrez, Rennes a été une sorte de capitale du rock, de la New Wave dans les années 80. Rennes, c'est le point de départ de beaucoup. Et c'est effectivement parce que autour de musiciens qui étaient des guitaristes, des chanteurs, des batteurs, tout ça, c'est créé aussi autour d'eux une infrastructure pour faire des concerts. Et c'est aussi créé à cette époque-là, via les transmusicales, une passerelle avec Paris. Oui. Un accès aux médias nationaux. Et résultat, moi, je me souviens du groupe Niagara, il venait aussi de Rennes. Aussi, oui. Oui, je connaissais aussi très bien... Muriel, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais elle était à Nantes. En fait, c'est une Nantaise. Muriel. Alors, il se trouve que ça, c'est la Bretagne, mais vous êtes de Normandie. Et je crois que toute votre famille, depuis plusieurs générations, Arnold Turboust est de Normandie. Clairement. Mais bon, ce sont les marches de la Normandie ou les marches de la Bretagne, je ne sais pas comment on dit, en fait. Alors, vous êtes né à Saint-Sever, qui est une ville célèbre, puisque tous les ancêtres de Michel Drucker, et Jean Drucker et Michel Drucker, sont eux-mêmes de Saint-Sever. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je lui ai dit, mais je l'ai rencontré plusieurs fois, Michel Drucker, je lui avais dit, il m'avait dit, ah bon, vous êtes de Saint-Sever? Je dis, oui, je suis de Saint-Sever. Ça, c'est très rare. Je dis, comme vous, c'est très rare. Oui, je crois que c'est 1500 habitants au départ. Oui, c'est tout petit. Et je crois que c'est Abraham Drucker, son ancêtre, qui est arrivé comme médecin à Saint-Sever au départ. Oui, c'est ça. Il était, il y avait il y a une forêt de Saint-Sever, il y avait un hôpital, un sanatorium, et je crois qu'il était là, son père. Alors, il se trouve que dans votre famille, il y a des grands-parents commerçants à Falaise et d'autres d'Argentan. C'est encore la Normandie. C'est toujours la Normandie, oui, ma famille est originaire, beaucoup de ma famille, pas vraiment de Saint-Sever, mais plutôt de côté de Falaise, Argentan. C'est pas loin. Non, c'est pas très loin, c'est juste à côté, c'est le Calvados aussi. Voilà, et enfin, vous fréquentiez cet univers, cette campagne, ce Calvados.
Ah mais j'adorais, et j'adorais aussi l'Orne, c'est-à-dire en fait Argentan c'est l'Orne, et j'adore aussi par là m'enfoncer dans les forêts et les pâturages de l'Orne, que je trouve magnifique. Et d'ailleurs, dès que vous avez un moment, Arnold Turbus, vous retournez là-bas. Souvent, au bord de la mer, là en revanche dans le Cotentin, oui j'aime beaucoup, oui. Alors, quelque chose qui vous a marqué aussi, c'est la rue du Docteur Fontaine, puisque je crois que votre père avait une boucherie. Ouais. Exactement, donc je suis né au-dessus de la boucherie, c'est rare, hein. Tout le monde est né dans des cliniques et moi je suis né au-dessus de la boucherie comme mon frère. Comme ce que ça se faisait pas, il n'y avait pas d'hôpital à côté. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais demandé à ma mère, je pense qu'il y avait tellement à faire, il y avait tellement affluence que il a dû dire à ma mère, il a dû appeler un médecin, des médecins, je sais pas du tout. Et je suis né au-dessus de la boucherie. Ouais. Voilà, et d'ailleurs la boucherie c'était un peu le centre du village à l'époque. Ah oui, bon, il y avait du monde. Hein. C'était, j'ai vécu pour vous dire, vraiment une jeunesse heureuse dans cette boucherie et autour. Tout ça, moi, j'étais pas du tout là-dedans, mais bon, enfin voilà, il y avait les gens qui travaillaient avec mon père, il y avait des commis, tout ça. Enfin, c'était tout un truc, quoi. C'était à l'ancienne, quoi. Voilà. Et la musique, c'est venu par votre mère qui, je crois, avait fait 12 ans de violon. Exactement, vous êtes bien renseigné, ouais. Mais écoutez, ma mère a fait 12 ans de violon, je ne l'ai jamais entendu jouer de violon. J'ai son violon, mais je l'ai jamais entendu. Comment ça se fait ? Je sais pas, une pudeur probablement. Et mon père, en revanche, ne jouait pas, mais avait une oreille et entretenait toujours des pianos, des orgues, des tas d'instruments à la maison. Oui, car il y avait, je crois, un piano désaccordé en permanence à la maison. Que mon grand-père venait accorder, oui, c'est vrai. Et c'est là que vous avez débuté. Et je crois que c'est votre mère qui a voulu, Arnold Turbus, que vous débutiez au piano, alors que c'était pas votre passion au départ. C'est-à-dire que ma passion au départ, moi, c'était d'être avec mes copains, d'aller faire les fous dans la forêt de Saint-Sever, c'était... Et donc oui, effectivement, je crois que c'est à 7 ans ou 8 ans que j'ai commencé à faire du piano, et ça a été assez difficile au début, parce que je comprenais pas du tout ce qu'on attendait de moi, et c'était difficile d'avoir ces méthodes, je sais plus, The Little Keyboard, je crois. Il y avait la méthode Rose que tout le monde connaissait. J'ai fait ça aussi, mais c'est surtout cette méthode anglaise qu'on m'avait donnée. Puis après, j'ai fait un petit peu ailleurs au conservatoire, tout ça, mais c'était difficile parce que j'avais pas vraiment ça me plaisait pas. Oui, pourtant la musique vous attirait. J'aimais beaucoup ça, mais je sais pas, ça me plaisait pas, puis je comprenais pas vraiment. Probablement un peu de dyslexie faisait que je comprenais tout de travers, et puis il y avait vraiment les musiques qui m'intéressaient et celles qui ne m'intéressaient absolument pas, quoi. Et puis un jour, Arnold Turbus, vous avez découvert l'harmonie municipale du village. C'est vrai, mais en fait, j'ai découvert l'harmonie municipale justement pour être avec mes amis qui tous apprenaient un instrument de musique, et j'ai dit, alors moi je vais apprendre aussi un instrument, donc j'ai fait aussi tout l'apprentissage des cuivres, d'abord au piston, puis à la coulisse, au trombone. Oui, je crois que c'est d'ailleurs le chef d'orchestre qui vous a dit c'est le trombone et rien d'autre. En fait, comme mes amis étaient tous débutants, c'est exactement ça. Ouais. C'était un type qui était pas facile. Et en fait, il nous obligeait à faire 2 ans ou 1 an et demi de solfège uniquement avant d'avoir un instrument. Et il est arrivé devant moi, il m'a dit, toi, trombone. Voilà, c'est fait. Mais Raymond DeVos, lui aussi, était passionné de musique et il s'est inscrit, à surprise générale, à la fanfare de Saint-Rémy-des-Chevreuses, où tous les mardis, quoi qu'il arrive, il allait comme les autres élèves et il défilait les jours de manifestation. Ah non, mais moi j'en garde un souvenir mais formidable, parce que au-delà d'avoir été effectivement devant les monuments aux morts, jouer la Marseillaise avec ces parties de trombone, tout ça, il y avait aussi tous ces moments qu'on passait dans des églises à jouer des messes, tout ça. Et j'aimais beaucoup parce qu'en fait, j'ai jamais vécu ça. C'était dans le cœur d'un orchestre, en fait. Et vous compreniez un peu aussi pourquoi lui était première trompette, pourquoi vous étiez 3e trombone. Enfin voilà, l'écriture aussi. Il y a une blague d'ailleurs, et c'est Georges Descrières, comédien célèbre, qui se trompait un peu. Et on lui racontait trombone ou piston, c'est au fond du couloir à droite. Et il enchaînait trombone ou clarinette, c'est au fond du couloir à droite. Et ça ne voulait plus rien dire. Alors, il y a eu ensuite le bal, car vous avez débuté aussi, très jeune, Arnold Turbus, dans les orchestres de bal. Alors, c'est-à-dire que mon père a dit, maintenant, il va falloir que tu vois... Alors ça, c'était plus par rapport au clavier, puisqu'en fait, il m'avait acheté un orgue. Il m'a dit, il va falloir rentabiliser. Non, les parents, c'était ça, vous savez, ce sont des commerçants. Enfin, j'exagère, mais à peine. Et donc, il avait un copain qui avait un orchestre de bal. Et il m'a dit, Arnold, tu vas y aller, ils ont besoin de toi.
Et comme j'étais le seul qui parlait un petit peu anglais, ils m'ont mis à chanter les airs en anglais. Mais c'était plutôt quelque chose qui était lié à l'accordéon au début. J'avais 13 ans. Hein. Oui, mais les orchestres de bal, en plus, c'est extraordinaire. On apprend beaucoup de choses. Ah bah là, non, mais on apprend sous des estrades, là, sur une estrade, sous des chapiteaux. Il y avait peut-être, je sais pas, 700-800 personnes. Parfois, c'était assez violent. Je me souviens du chef d'orchestre, c'était quelque chose. Mais bon, effectivement, surtout ce que vous apprenez, vous commencez, il est 10h, et vous finissez, il est 2-3 heures du matin, et pendant ce temps-là, vous avez joué tout le temps. Voilà. Et des morceaux sur lesquels les gens dansent en permanence. C'était une époque où il y avait des bals du samedi soir. C'était les bals. Alors, je jouais souvent le vendredi, le samedi, voire en matinée. Voilà. Au casino de Rivabella, sur la côte normande. Ouais. Voilà. Et ça vous a vraiment appris les bases de la musique et de votre métier ? Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça m'a appris à tout de suite, je sais pas, tout de suite appréhender les chansons, aussi comprendre comment elles étaient faites, leur intérêt, pourquoi celles-ci. Enfin voilà, ça m'intéressait beaucoup, quoi. Et vous pensiez un jour écrire ou composer des chansons ? En fait, moi, la musique, j'ai continué parce que après, j'ai rencontré aussi quelqu'un qui m'a fait voir beaucoup de choses. J'ai continué, mais le seul intérêt que j'avais, c'était non pas de jouer des pièces, non, c'était juste de trouver des nouveaux accords, enfin voilà, c'est un peu prétentieux, pas des nouveaux accords, enfin mes nouveaux accords, de trouver des mélodies, c'était ça depuis le début. Et oui, et ça a marché, et ça a continué. Et il y a une autre date importante dans votre carrière, c'est le 14 septembre 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Arnold Turboust. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Arnold Turboust, compositeur, chanteur, auteur, et on va parler justement de tous vos succès. On a évoqué vos débuts en Normandie, et là je reviens à la date du 14 septembre 1985. C'est le chiffre 13 qui va vous porter bonheur, car ce soir-là, vous êtes pour la première fois 13e au hit parade et au top 50 avec cette chanson. C'est vrai, je savais pas que c'était le 13, ouais. Ouais, ça c'est vraiment le premier succès. Le grand succès, premier grand succès. J'avais fait, enfin, même si j'en suis pas si je l'ai pas signé, j'avais fait Le Grand Sommeil pour Daou aussi, vraiment oui. Avec lui. C'était un moindre succès, mais c'était quand même quelque chose qui restait. Mais ça, c'est quand même un gros succès. C'est partout. Je dirais que Le Grand Sommeil a éveillé la carrière d'Étienne Dao. Je ne peux plus me réveiller, rien à faire. La boîte à rythme, c'est tous mes claviers là. Sans moi, le monde peut bien tourner à l'envers. C'était un succès d'estime quand même. Ah, c'était plus, à mon avis, pour Étienne, c'était plus qu'un succès d'estime, c'était l'entrée aussi. On lui permettait d'entrer dans la grande maison de la musique. Parce que c'était avant l'avènement de des radios libres qui a permis à des tas d'artistes comme lui d'émerger. Et à cette époque-là, c'était vraiment bloqué. Il n'y avait pas tant de façons de s'exprimer. C'est-à-dire, en fait, c'était les périphériques uniquement. Bien sûr. Voilà. Alors, Tombé pour la France, en plus, il y a eu un clip qui a marqué l'histoire. Ouais. Il y a un jeune metteur en scène qui faisait des clips publicitaires, qui est Jean-Pierre Jeunet. C'est ça. Qui a réalisé le clip. C'est lui qui a réalisé le clip, ouais, c'est vrai que le clip, je trouvais extraordinaire. J'aimais beaucoup ce clip, ouais. Et il a aidé vraiment parce qu'il donnait une image colorée, festive de cette chanson. Ce qui était le cas d'ailleurs, Bien sûr. Alors, il avait fait La fille au bas de nylon pour Julien Clerc. Ouais. Et je crois que c'est vraiment l'un des clips qui a marqué les débuts de la carrière de Jean-Pierre Jeunet, Tombé pour la France. Ouais. Bah c'est un super clip. Ouais, voilà. Et il a fait ensuite Amélie Poulain. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais quand il trouve le fameux café aujourd'hui célèbre, le propriétaire cherche à le vendre. Donc, il accepte de le louer à Jean-Pierre Jeunet. Résultat, il l'a vendu 4 fois plus cher. Ah ouais, ah non, je ne connaissais pas. Grâce au film. Alors, il se trouve que Étienne Dao, ça a été une de vos premières rencontres à Rennes. Bien, tout à l'heure on parlait de Marquis de Sade, lorsque je suis arrivé à Rennes, donc j'ai rencontré Marquis de Sade, ça s'est très bien passé, et autour d'eux, comme c'était un peu des gloires locales, même plus que ça d'ailleurs, il y avait pas mal de gens qui tournaient, et dont Étienne. Étienne est venu me voir, il me dit « Ouais, j'aime bien ce que tu as fait avec Marquis de Sade, c'est bien, j'ai écouté, c'est super et tout. Moi, je vais être chanteur. » Et moi, je lui ai dit « moi, je vais t'écrire des chansons, en fait. Oui. Je vais te composer des musiques. » Et il a dit oui tout de suite. Ouais. En fait, il était arrivé d'Oran, je crois, quand le mari de sa tante avait été muté à Rennes, et il avait commencé à traîner dans l'entourage de Marquis de Sade. C'est ça, enfin petit à petit, disons que Marquis de Sade c'était vraiment le point central, parce que Marquis de Sade commençait à être connu, tout ça, puis Marquis de Sade avait un contrat discographique.
Et puis Marquis de Sade était absolument extraordinaire, au travers aussi de son chanteur, Philippe Pascal. Le voir une fois, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi impressionnant sur scène. Oui, c'était étonnant. C'était étonnant. Alors, vous arrivez de Rennes après d'autres passages. D'abord, il y a eu Saint-Lô, le lycée. Ça a été important pour vous aussi. Oui, Saint-Lô, il fallait que mes parents, enfin pour ma mère surtout, il fallait que j'aille à l'école et donc que je passe le bac. Donc en fait, oui, je me suis retrouvé en première terminale D, c'est ça, à Saint-Lô, ouais. Saint-Lô qui a été une ville martyre de la Seconde Guerre mondiale, je sais pas si clairement détruite. Et d'ailleurs, c'est Samuel Beckett qui l'a surnommée la capitale des ruines. Ah, je savais pas. Ça vient de là, le nom de Saint-Lô. Donc, il y a le bac, et puis après, normalement, vous devez être dans le commerce. Vous faites une école supérieure de commerce pour un métier très sérieux, Arnold Turboust. Alors non, mais c'est super drôle ce que je vais vous raconter. C'est-à-dire que j'ai mon bac, mon père vous surfoutait en fait quelque part, qui me dit c'est super bien, je suis très heureux que tu aies ton bac, mais si tu veux mon avis, ça sert à rien. Dans la famille, personne n'a le bac, et nous réussissons tous très bien. Donc en fait, il y a une seule chose que tu peux faire maintenant, c'est du commerce. Voilà. Et donc j'ai été inscrit, d'ailleurs une ville où j'ai été jouer ce week-end, qui est au Havre. Je suis parti au Havre en école de commerce, en prépa école de commerce. Et ça n'a pas duré longtemps. Ah non, mais si vous voulez, moi j'ai dit bah oui, ok, d'accord, mais ce que je savais pas du tout, parce que j'étais pas plus curieux que ça, ni intéressé, surtout intéressé. 10 heures de maths par semaine, si vous voulez, ça m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire, la géo, la musique, enfin la culture, le savoir, quoi. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé vers Marquis de Sade. D'ailleurs, il y a une anecdote aussi très curieuse à propos de Marquis de Sade. On vous a donné un rendez-vous et il y avait personne. Non, mais ça, franchement, je vous assure, c'est le destin. C'est-à-dire qu'en fait, on me donne un rendez-vous. Moi, je suis un garçon poli, j'arrive à l'heure. Oui. D'accord? Et il y a ce qu'on a appelé, ce que mon père appelle, mes parents appelaient le quart d'heure de politesse. C'est-à-dire, en fait, tu arrives, plus ou moins. La personne que j'attendais n'était pas là. Donc, j'attends un quart d'heure, je m'en vais, je rentre en Normandie. C'est-à-dire, je refais 80 km, je repars à l'Est. Et puis, en fait, chemin faisant, dans les faubourgs de Rennes, je me dis, j'ai une voix intérieure qui arrive et qui me dit, à ce jeu-là, tu n'arriveras pas à grand-chose. Donc voilà, donc j'ai fait demi-tour, je suis arrivé à cet endroit, et là, la personne que je connaissais, Éric Morignard, pour le citer, le batteur de Marquis de Sade, sortait, et nous rentrons, nous télescopons. Ah, t'es là? Et là, c'en était fini, de l'école, et de ce que je pouvais faire, et de ce que j'imaginais, quoi. Enfin... Exactement, et ça a marché. Alors, Tombé pour la France, je crois aussi que c'est le résultat, Arnold Turboust, de vos sorties nocturnes dans la région, des fêtes dans les discothèques des environs. Nous étions assez amateurs de sorties nocturnes et de musique, de boîtes de nuit, de nightclub, de disco mobile, de nightclub, oui c'est vrai, on sortait beaucoup. Il y avait franchement à cette époque-là, comme il y a toujours maintenant, une effervescence. Il y avait plein de nouveaux sons à écouter. C'est vrai que tant Étienne, Tao que moi, en fait, étions passionnés par ce genre de son. Voilà, il y avait, je crois, le Batchi, le Stanley, l'Espace, la Chaumière, enfin, des choses qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Il n'y a plus ce genre de discothèque. Alors, je suis allé à Rennes il y a très peu de temps, et j'ai dit, comme ça pour rigoler, j'irais bien au Batchi. Ah ben ouais, c'est là, Arnold, c'est toujours ouvert. Incroyable. Ah, c'était incroyable, j'ai pas été, bien évidemment, mais je me dis, ah bon, ça existe toujours? Ouais, ça existe toujours. Ouais, la fête a changé. Alors ensuite, vous découvrez Paris, et je crois qu'il y a un lieu qui va vous marquer, c'est le Palace, au départ. Ah oui, le Palace, ouais. Enfin, le Palace, les bains-douches aussi, oui. Les bains-douches, oui, parce qu'en fait, les bains-douches... En fait, au début, surtout, je crois que j'allais surtout au bain-douche, et c'était assez difficile de rentrer, puisqu'il y avait un type qui était à l'entrée, un ou deux types qui vous regardaient, une fois il disait oui, puis le lendemain il disait non. Donc ça veut dire oui, vous rentriez, et non. Et le Palace, oui, j'y allais souvent. Ouais. Oui, j'allais au Privilège en dessous, en fait. Oui, qui était un restaurant, discothèque. Ouais, c'est ça, qui était très très agréable, feutré, mais en même temps avec des ambiances, et après vous remontiez au Palace... Mais quand on arrive de sa Normandie et qu'on est passé par Rennes et Le Havre, c'est assez étonnant comme contraste. En fait, pour vous dire la vérité, lorsque je suis arrivé à Paris au début, j'aimais pas Paris. J'aimais pas, j'avais qu'une envie, c'était repartir. J'aimais beaucoup Nantes aussi, parce que je trouvais qu'il y avait plus de soleil, c'était plus lumineux. Et j'avais envie de repartir, en fait. Et puis, chemin faisant, je suis resté 15 jours, 3 semaines, un mois. En fait, c'était un enregistrement de tout un album, 1 mois et demi, 2 mois. Puis en fait... je m'y suis fait, ouais. Et après, j'ai adoré. Voilà. Et en plus, Tombé pour la France a été un grand succès. Ce que vous n'imaginiez pas et ce qui a rassuré vos parents. Oui, j'imaginais pas du tout, mais on imagine. Moi, j'ai toujours été un mauvais parieur. Les titres sur lesquels je pariais, évidemment, n'arrivaient jamais à l'arrivée. Et inversement, ceux sur lesquels je pariais n'arrivaient jamais. Et ça a changé votre vie, Arnold Turboust, cette chanson?
Ah bah oui, parce que d'un seul coup, j'avais vraiment pas j'avais vraiment pas du tout d'argent, quoi. C'était franchement, c'était ça allait, hein, je me plaignais pas, je me débrouillais, j'avais des petits jobs un peu, ça durait pas longtemps, j'étais pas du tout intéressé. Et puis d'un seul coup, oui, ça fonctionne. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de remixes. Je pars à New York, enfin voilà. Puis effectivement, c'est un gros succès, quoi. Voilà. Et il y a la musique et l'écriture, car je crois que dans vos jeunes années, vous étiez déjà un grand lecteur. Oui, j'ai lu beaucoup. Ouais, j'ai lu beaucoup. Je continue à lire et tout ça. Enfin, de tout. Ouais, enfin, je lis tout. En fait, ce qui m'intéresse, je suis très très curieux de savoir et de lire, d'apprendre pourquoi telle histoire. Enfin voilà, je suis curieux de tout. Voilà. En même temps, un de vos auteurs favoris, je crois, c'est Julien Green. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'aime beaucoup Julien Green. Je vais vous dire pourquoi, mais parce que j'ai lu des romans qui m'ont passionné de Julien Green. Justement, j'en ai fait une chanson qui s'appelle Varuna. Et j'adore ce livre-là, par exemple, parce que je sais pas, il y a quelque chose un peu de science-fictionniste. Enfin, je sais pas, et puis en même temps, c'est vraiment bien écrit. Puis je trouve que c'est vraiment logique. Enfin, je sais pas. Il y a surtout son journal qui est très célèbre. Ouais. Et il avait une exigence très particulière. Il ne voulait pas que ce journal soit publié moins de 50 ans après les événements qu'il racontait. Et ça a toujours été respecté par ses éditeurs. C'est vrai. Et la chanson, justement, le fait de lire et d'écrire vous a aidé justement à faire des chansons. C'est-à-dire qu'en fait, au début, je ne me fiais qu'à mon oreille. Et je me fie d'ailleurs qu'à mon oreille. C'est-à-dire qu'en ce sens, j'étais beaucoup plus musicien. Et enfin voilà, c'est quelque chose d'assez. Enfin, c'est jamais facile, mais en tout cas, la musique, j'avais pas de la facilité, mais enfin c'était mon truc. Mais bon, ça m'ennuyait les paroles parce que je me disais, si un jour tu veux chanter, il faut absolument que tu racontes tes histoires, ce que tu as envie de dire, c'est super important. Parce que la bonne équation, c'est évidemment une mélodie, mais c'est aussi un chant et c'est aussi un texte. Et donc effectivement, c'est comme ça, en lisant pas mal aussi, puis en écoutant aussi mes grands aînés, que je me suis mis à écrire des textes. Voilà, et à chanter. Et on va l'évoquer à travers une autre date, le 5 mai 1986. À tout de suite sur Sud Radio avec Arnold Turboust. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Arnold Turboust. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouvel album, de vos nouvelles chansons. On a évoqué vos débuts, votre rencontre avec Étienne Dao et bien sûr Tombé pour la France, qui a été un grand succès. Et puis le 5 mai 1986, dans une émission de Christophe de Chavannes, C'est encore mieux l'après-midi, vous faites vos débuts de chanteur à la télévision. Ces jours derniers, j'ai cru remarquer vos yeux sur moi, parfois se posent. Et d'espérer, je ne puis m'empêcher. Vous parler enfin, je l'ose. Mademoiselle Adélaïde, à l'époque, quand vous chantez cette émission avec Zabou, vous n'imaginez pas ce que ça va devenir. Non, pas du tout. Non, c'était juste une idée. Alors justement, pour le coup, le texte, c'était vraiment la carte du tendre, quoi. C'était franchement ça. Puis surtout, moi, mon idée, c'était un dialogue avec une personne. Lui est extrêmement épris, en tout cas semble l'être, et elle répond absolument non tout le temps. Donc c'était ça, en fait, là. Tout ça placé dans une époque, la carte du tendre, je savais que ce discours des mouches, par exemple, enfin voilà, puis surtout, non, c'est ce discours, il y avait le lac d'indifférence, ça m'avait amusé. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez enregistré la chanson parce que personne ne voulait l'enregistrer. Personne ne voulait chanter cette chanson. Pourquoi ? Je sais pas, enfin personne, non, tout le monde, non, ouais, sympa. Non mais voilà, ça. Et donc à un moment donné, moi, si vous voulez, j'ai fait une démo. Oui. Et puis mon éditeur de l'époque, qui m'avait offert aussi un clavier, me dit j'aimerais bien entendre des choses, tu sais Arnold. Donc moi je lui fais entendre, je dis ouais, tu vois, j'ai ça, c'est super bien ça. Je voyais bon, ouais, ok, il était en train d'écrire. Je voyais qu'il n'était pas intéressé, puis je lui dis pas sûr, mais vraiment pas sûr. Je dis j'ai cette chanson aussi. Il me dit ah, mais c'est ça qu'il fallait me faire écouter en premier. Je dis ouais, mais le problème de cette chanson, c'est que personne ne veut la chanter. Et alors? Il me dit tu vas la chanter toi. Cette personne s'appelle Fabrice Nataf. Voilà, exactement. Et ça a commencé comme ça. Il fallait trouver quelqu'un pour la chanter avec vous. Et je crois que c'est Étienne Dao qui vous a suggéré Zabou. C'est vrai. C'est Étienne qui m'a suggéré Zabou. C'est-à-dire que c'était une personne que je voyais assez régulièrement. Avec Étienne, on la voyait assez souvent dans des soirées, justement, et aussi dans des nightclubs.
nightclub. Et en fait, et puis j'avais dû lui dire aussi à Zabou, tiens, si tu veux, tu aurais pas envie de chanter, comme j'étais un petit peu lancé, j'ai dû lui dire aussi, si tu veux, je pourrais évidemment t'écrire des chansons. Voilà. Mais elle avait chanté en fait dans le Club Dorothée, Ouais. et il y avait un spectacle au Champ de Mars en présence de Jacques Chirac pendant les fêtes de Noël, où elle était la complice de Dorothée pour les chansons d'enfants en 1982-83. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Et puis Zabou, elle a démarré très très jeune à la télévision dans ce feuilleton. Thierry Lafronde. Thierry Lafronde, que vous avez peut-être vu dans vos jeunes années. Bah, évidemment que j'ai vu, ouais. Elle est dans un épisode, mais quelques images, parce qu'elle est la fille de Céline Léger et Jean-Claude Deray, qui était Isabelle et le réalisateur de cette série. Et ça l'a marqué à vie. Moi, je sais bien. Et je sais pas si elle en parle encore parce que... Ah oui, oui, elle en parle. Bah, c'est son papa. Ouais, c'est ça. C'est son papa qui a fait, qui a réalisé ça, qui a écrit tout le scénario, Voilà. tout ça. Enfin, et sa maman était Isabelle. Isabelle, Ouais. qui venait du Québec et qui a été une comédienne extraordinaire. Et Jean-Claude Roux a été marqué par ce feuilleton parce qu'il a fait des tas de choses depuis, mais on ne lui parle que de Thierry Lafronde. Non, mais c'était. Moi, je me souviens. Moi, j'étais petit, hein, mais je me souviens que c'était vraiment marquant. Je voyais ça. Il était incroyable, Jean-Claude Roux. Il incarnait vraiment parfaitement ce personnage de Thierry Lafronde. Exactement. Alors, il se trouve, j'en reviens à Mademoiselle Adélaïde, que tout de suite, c'est un immense succès. C'est incroyable. En fait, tout de suite, non. Parce que lorsque ça sort, en fait, peu de radios en France, ici en France, ne veulent le diffuser. Il se trouve qu'il y a quelqu'un que je connais qui travaille dans une radio belge qui s'appelle la RTBF, que je croise au hall, qui me hèle et me dit « Arnold, j'arrive et toi, tu vas bien ?» Rudy Léonet il s'appelle. Et il me dit « Que fais-tu » Je lui dis « Bien, je viens juste de sortir un album, et juste un single, pardon. » Et je sortais juste du label et j'en avais 2 exemplaires. Et il voit ça, je dis voilà. Oh, tu peux m'en donner un? J'en ai que 2. Bon, allez, ok, d'accord, j'y enfile un. Et en fait, c'est lui, en diffusant avec beaucoup cette chanson, qui a fait que ça a démarré, et notamment en Belgique, évidemment, mais aussi dans tout le nord de la France. Et après, certaines radios nationales françaises, telle RTL, et je crois La Voix du Lézard, Oui. via aussi, je sais plus qui jouait ça, enfin beaucoup, et d'un seul coup ça a démarré, mais ça a quand même mis 3-4 mois, personne ne voulait de ça en fait. Mais comment expliquer ce succès qui existe toujours? Car quand on parle de vous, tout de suite, Mademoiselle Adélaïde vient directement. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Je pense que c'est peut-être parce que c'est un peu différent. C'est pas, enfin, je veux dire, c'était pas si évident que ça. En fait, quand vous écoutez le texte, c'est presque du vieux français, quoi. C'est Oui. un peu maniéré. Il y a un peu de clavecin. Bon, voilà, je sais pas. Puis c'est un duo. Alors, je pense qu'aussi le succès, en tout cas le premier succès, a été dû aussi beaucoup au duo que je formais avec Zabou, et notamment à elle, qui était extrêmement remarquable, notamment dans tous les médias. Enfin, je veux dire, elle incarnait aussi parfaitement ce rôle, comme. Voilà, je pense que c'est ça. Oui, mais ça a été quand même étonnant. Et encore une fois, ça a une fois de plus changé votre vie. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, donc j'étais devenu musicien, j'étais devenu compositeur. On a l'impression que c'est malgré moi, mais je crois pas. C'était vraiment ce que je voulais, en fait. C'est ce que voilà. Et là, d'un seul coup, je deviens chanteur. Et certains croyaient même, Arnold Turbus, que c'était Étienne Dao qui chantait. Mais je sais bien. Mais au début, alors il y avait tous ceux-là qui disaient ah non, mais c'est pas mal, mais c'est Étienne Dao ça. Puis après, les mêmes qui disaient mais non, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout Étienne Dao, c'est Arnold Turbus. C'est pas du tout la même voix. Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez appris il y a pas longtemps, je crois, Arnold Turbus, que aux États-Unis, dans des discothèques, on passe encore aujourd'hui cette chanson. Ah ouais, non, mais ça passe. C'est dans les remixes, c'est super in, quoi. C'est même classé en disco italienne. C'est fou, hein. Non, mais c'est ouais. Alors, ça, c'était la première chanson. On va en reparler tout à l'heure, d'ailleurs, parce qu'il y a un remix. Mais il y a eu aussi, derrière, un Private Joke, qui est autre chose, qui est un autre orchestre. Vous n'avez pas fait que ça. Vous avez fait avant et après d'autres choses. Et Private Joke a connu un succès aussi avec les transmusicales. C'est vrai, en fait, à un moment donné, ça c'était en même temps que Marquis de Sade, Voilà. à peu près. Enfin, non, voilà. Et donc, je suis parti à Nantes, j'ai habité à Nantes. Je vous expliquerai plus tard. Mais bon, voilà, je me suis retrouvé à Nantes et là, j'ai fait un groupe qui s'appelait Private Jokes. Enfin, nous avons fait un groupe et nous étions en fait un peu connus à Nantes. Ça se passait plutôt pas mal. Il y avait quelque chose d'assez positif. Voilà. Et effectivement, au Transmusical, d'un seul coup, on a eu beaucoup de succès. Et c'était la première fois, on ne savait pas du tout. Et il y avait aussi beaucoup de médias parisiens qui étaient là.
Et d'un seul coup, on a été relayé par ce qui s'appelait, enfin c'était Actuel en fait, Oui. qui nous a mis en première partie d'un gros festival à Paris avec des groupes comme Tuxedo Mood ou Indoor Life ou Snake Finger. Donc, enfin, oui, c'était incroyable. Parce Quoi. que, donc, ça, c'est avant Dao et avant Zabou. Ouais. Il y a ce groupe et il y en a un autre qui s'appelle Octobre aussi. Ouais, c'est-à-dire qu'alors Octobre, c'est la reformation de Marquis de Sade d'une certaine façon. Enfin, il y avait d'un côté Marc Seberg, mais il y avait Octobre aussi avec Franck Darcel, qui était un ami en fait. Et lorsque Marquis de Sade s'est séparé, Franck m'a appelé, il m'a dit, il faut absolument que tu viennes avec moi, on va faire un album, tout ça. Et donc je suis parti à Rennes avec Franck, qui était vraiment un ami, hein, Franck. Et j'ai dit, je parle au passé parce qu'il est décédé il y a peu malheureusement. Et en fait, nous avons fait ce premier album Next Year in Asia, avec Franck Darcel. Là, moi, c'était super pour moi parce que là, franchement, pendant pas mal de temps, je suis resté en studio. J'ai pu essayer plein de styles de clavier, plein de trucs différents, de production, tout ça. Et le groupe Octobre, au départ, c'est un groupe fondé par Jacques Prévert, Marcel Duhamel dans les années 20, 54 rue du Château à Neuilly. Et c'était un endroit où on recevait les jeunes auteurs qui s'appelaient Queneau, qui s'appelaient Aragon, André Breton. Et ça a démarré l'époque Prévert. Oui, ça, je savais un petit peu, ouais. Mais ce que je savais pas, c'était rue du Château à Neuilly, que je connais bien. Au 54, exactement. Au 54, d'accord, ok. Alors, il se trouve que tout ça, pourquoi je raconte tout ça? Parce qu'à l'époque, vous avez chanté en anglais, avec quand même derrière des influences françaises comme Trenet, Gainsbourg, Ouais. qui vous ont marqué, qui vous ont aidé à devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Bah en fait, par exemple, pour parler de Gainsbourg, j'ai toujours aimé sa forme, je dirais rétrécie, mais surtout synthétique d'écrire des chansons de l'ordre du slogan, donc extrêmement efficace. Chaque syllabe peut compter double, c'est-à-dire en fait, on peut s'en servir à la fin d'une phrase et au début de l'autre. Vous voyez, cette façon presque sans ponctuation à des moments qui peut générer plusieurs sens. Voilà. Quant à Traîner, c'est la grande fluidité, c'est la facilité, ça sonne tellement bien, ça sonne tellement bien. Je dirais de la haute poésie. C'est comme il y a de la. Enfin voilà, moi je suis vraiment fan. Et d'ailleurs c'est pour cette raison que j'ai repris une chanson de Traîner, Le Soleil a rendez-vous avec la Lune, que je trouve formidable. Le texte est incroyable, quoi. Étonnant, J'adore. oui. Il l'a écrit en 1940 en Ouais. quelques heures. Alors, donc il y a eu Mademoiselle Adélaïde. Vous avez continué aussi avec une chanson qui n'a rien à voir. Alors, on a parlé de Thierry Lafronde, mais ce qui vous a marqué surtout, c'est Les Envahisseurs. Vous avez donc fait cette chanson, Les Envahisseurs, et vous avez même fait un clip où vous êtes David Vincent. Attends qu'à y être. Oui, c'est un peu ça. Non, mais j'aimais bien ces trucs. J'aime bien un peu la science-fiction avec les extraterrestres. Ça m'a toujours un petit peu amusé. Voilà. Et là, en fait, il s'est trouvé que je ne savais absolument pas quoi dire sur cette chanson. C'est ça aussi. Oui. Et d'un seul coup, j'ai un ami qui s'appelle Jacques Duval, qui est une personne que j'aime beaucoup, un très grand parolier, qui m'a dit, écoute Arnold, j'ai une idée, on pourrait appeler ça Les Envahisseurs, si tu es d'accord. J'ai regardé, j'ai dit, tu es certain, je suis pas sûr que j'ai envie de parler beaucoup des Envahisseurs. Et puis en fait, je me suis dit que ça allait plutôt pas mal avec l'air que j'avais. Et ça a marché aussi. Oui, ça a marché un peu, ouais. Alors, C'est vrai. il y a eu ça, c'est des chansons que vous interprétez, mais vous avez quand même continué en parallèle, Arnold Turboust, à faire des chansons pour les autres et à travailler sur des arrangements pour les autres, comme cette chanson. Quand tu es là, Ah oui, c'est lui, ouais. malgré le vent trop fort qui bat nos visages et ce vent qui va encore pleurer cette nuit, je vois toujours un Alors, du ciel Cécile Vartan, Étienne Dao, votre complice, c'est une chanson des années 60 des débuts et un duo encore tout à fait inattendu. Ouais, mais on a fait aussi une autre chanson avec Étienne pour Sylvie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Premier de nous deux. Et franchement, mais j'aime bien Sylvie. Là, j'ai été la voir il y a très peu de temps. Là, je l'ai vue au Palais des Sports. C'était génial, enfin voilà, d'écouter toutes ces chansons, toute cette mémoire, tous mes souvenirs d'enfance sont revenus, quoi. Puis je me suis dit, mais il y a quand même des chansons qui sont incroyables de Sylvie. Oui, et elle a débuté. Elle a chanté ça d'ailleurs. Oui, bien sûr, elle a débuté par un duo, en fait, car elle est à l'école. Son frère, Eddie, a un duo à faire avec un jeune chanteur de rock, et c'est Frankie Jordan. Il n'y a personne, on appelle Sylvie, qui va enregistrer Pas de naissance, et qui va vendre le disque, car à l'époque, elle travaille chez Lido Musique. Ah ouais. Et elle dit qu'il n'y a pas de pochette, donc personne ne sait que c'est elle qui l'a enregistré. Ah ça, je savais pas. C'est Je étonnant. savais que c'était son frère qui avait été la chercher.
Je savais aussi qu'elle voulait être chanteuse, ça Oui. je le savais, Oui. et mais je savais pas ça en fait. Je Voilà. savais l'Hispane des Sanches, je connaissais aussi. Ouais. Voilà, ça c'est une reprise aussi, et il y a une autre encore d'une chanson encore plus célèbre que Étienne Dao a repris sous votre direction. Tu me fais tourner Ah ouais. la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours. Là aussi c'est étonnant, une chanson de Piaf par Étienne Dao et revue par vous Arnold Durboust. Bah, en fait, si vous voulez, il y a un label qui nous avait appelé et qui faisait, en fait, le concept, c'était les rockers aiment bien leur grand-mère. Et donc, fallait choisir, c'était les Garçons Bouchés. Oui. Et il fallait choisir dans ce répertoire, si vous voulez, un titre que vous repreniez à votre façon. Donc, avec Étienne, c'était le titre qu'on avait choisi. Et on a fait une première version, puis on s'est dit, enfin, surtout Étienne d'ailleurs, c'est vraiment pas mal. Il m'a dit, tu voudrais pas qu'on continue, qu'on essaie que moi que je puisse peut-être le sortir, ça serait peut-être bien. Ouais. Et donc voilà, on s'est pris au jeu et c'est sorti. Et d'un seul coup, ouais, non mais ça a vraiment beaucoup fonctionné. C'était numéro 1 ça. Exactement, Ah oui. ouais. Alors que cette chanson au départ, c'est une erreur de bande. Jean Constantin avait écrit une musique pour un film de Jacques Tati. Il s'est trompé de bande. Il a envoyé cette musique à Edith Piaf, qui était destinée à Ah bon autre. Oui, Ah ça je savais pas. c'était destiné à un autre film. Voilà. Ah je savais pas. Mais elle est formidable Ouais. cette chanson. Alors maintenant, on va parler de votre manège à vous, à travers la date du 5 juillet 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Arnold Turboust. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Arnold Turboust. On a évoqué votre passé, vos succès avec Zabou, avec Étienne Dao. Et puis justement, Zabou Adélaïde, c'est le retour le 5 juillet 2024 avec une histoire incroyable, un retour aux sources avec Plaisir de France. Adélaïde, vous êtes belle. Mes yeux sont fixés sur la mouche. Adélaïde qui m'ensorcelle. Mouche si près de la Alors ça bouche. c'est étonnant parce que bon, on parlait de la reprise de Mon manège à moi qui est un succès mondial. Là vous avez appliqué presque le même principe. Vous vous êtes modernisé encore avec cette version. Il y a plusieurs versions. Ça, la version Ouais. Pop X Radio. Ouais. Comment c'est né cette aventure? C'est né avec. Ça faisait longtemps que je voulais faire des remixes, mais on m'expliquait que les bandes étaient perdues. Oui. Et puis en fait, j'ai rencontré probablement la personne qui pouvait me simplifier chez Universal, qui savait où elles étaient, qui m'a dit mais non, elles sont absolument pas perdues. Et dès le lendemain, j'ai récupéré les bandes. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai trouvé des amis, dont Plaisir de France, avec qui j'avais déjà fait une chanson, je crois. Et nous avons fait 3-4 remixes. Et nous avons modernisé. Alors en revanche, c'est les mêmes voix, ce sont les mêmes voix. Il y a des arrangements qui restent. Mais tout l'aspect rythmique a changé, et puis bon, il y a des effets qui sont plus de maintenant. Plaisir de France, c'est un groupe aussi. Oui, c'est ça, c'est un DJ, je dirais. Et un DJ qui grâce à ce DJ, la chanson repasse partout pour la nouvelle génération. C'est ça, bah oui, c'est ça, c'est un véritable sésame d'un seul coup, cette mélodie. Alors attendez, parce que c'est plus compliqué que ça. Il y a ceux qui adorent ces remixes, voilà, et puis il y a ceux qui disent ah non mais moi je préfère l'original, mais ils le rejouent l'original, donc c'est bon. Alors L'un justement, dans l'autre. ça a été un travail de complémentarité entre vous deux, entre Julien, je crois. Ouais, et vous. Julien, ouais, et puis ouais, c'est sûr. Bah c'est jamais évident. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un d'un peu, c'est plus que maniaque, c'est presque méticuleux. Enfin, c'est tout à fait méticuleux. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai du mal à laisser partir des choses dont je suis absolument pas satisfait, quoi. Voilà. Mais là, justement, reprendre quelques années après quelque chose qui a été un succès, c'est un risque en même temps. C'est vrai que c'est toujours un risque, mais bon, en fait, ce que je me dis aussi, puisque l'original existe, puisqu'il était proposé il est reproposé en même temps que les remixes, il n'y a pas de risque à la limite. Il y en a qui me disent, mais pourquoi faire ça? Ouais, c'est rare justement ce que vous faites. Peu de gens l'ont fait. Je sais pas. Non, je Ouais, vous assure. ouais. Alors, vous disiez effectivement que vous aviez travaillé avec Plaisir de France, Ouais. et je crois que c'est une chanson qui s'appelle 3 questions, pas plus. Ouais, c'est ça. Ouais. La dernière tendance, l'avez-vous déjà rencontré? Continuez-vous à nier l'évidence des faits qui vous sont reprochés? Là aussi, ça a été un succès. L'état
Oui, c'est assez drôle. Oui, c'est un succès, mais c'est vraiment un autre public. C'est plus, vous voyez, des soirées de jeunes et d'un seul coup ça passe. Il y a aussi une autre version et les gens sont comme des dingues. Vous devez chanter. Oui. Vous voyez, donc donc je chante en direct hein, et il y a genre 300-400 personnes qui dansent comme des et c'est vraiment ça fait beaucoup de bien quoi. J'entends ça, je me dis que je suis pas si off que ça. Oui, et puis en plus, c'est de la joie. Et c'est vrai qu'au début, avec Marquis de Sade, c'était assez sombre. Là, vous êtes passé à un univers de joie, Arnold Turboust. C'est, si vous le dites, je le crois. Je me bats toujours parce que ma tendance est toujours, j'aime beaucoup enfin c'est pas que j'aime beaucoup, mais si vous voulez, musicalement, j'aime bien aussi une forme de nostalgie. J'aime bien ça, mais pas trop importante. Enfin voilà, toujours tempérée. Et lorsque je réussis à faire des chansons plutôt effectivement enthousiastes, je suis vraiment content parce que c'est pas tant dans ma nature que ça. Non, mais en même temps, le public a besoin de ça aujourd'hui. Ah mais je suis tout d'accord avec vous, mais si moi je me laisse aller, je vais faire un truc à vous dire ah ouais c'est pas mal, mais c'est peut-être un petit peu, oui c'est vrai, mais en revanche je trouvais quelque chose d'un petit peu, vous voyez, enlevé, enthousiasme, tout ça, faut que je me secoue. Voilà. Alors, vous vous êtes secoué aussi pour Adélaïde, Plaisir de France. Ouais. On a écouté une première version, il y en a une autre. Ouais. Cher ami, vous m'éprenez, vous allez m'indisposer, vous allez m'agacer. Alors ça, c'est à écouter le soir, tard, dans une discothèque. Ouais, ça peut le faire. Ouais. Ouais. Avec les bons réglages, enfin je crois que ça le fait bien d'ailleurs, avec les bons réglages, c'est-à-dire les bonnes équalisations, que franchement ça envoie. Mais il y a quelque chose, j'aime bien parce que si vous voulez, pour moi c'est presque une reprise sans altérer, sans changer la version originale, mais une reprise de notre époque. Ça amène vraiment quelque chose qui ressemble à notre époque. Et vous gardez la même mélodie avec les mêmes intentions. J'aime beaucoup cette version, celle-ci je l'aime beaucoup. Alors, en plus, ce qui est fort avec vous, Arnold Turboust, c'est que vous êtes toujours adapté à l'air du temps. De Dao à cette version mix, il y a quelque chose de différent. Oui, c'est sûr. Non, mais je pense que c'est super important de savoir écouter son époque. Ça sert à rien d'aller contre, de se cogner, tout ça. Je pense que le plus important, c'est de rester vous, mais d'aller aussi à la rencontre de votre époque et de savoir prendre ce qui vraiment peut être vous, et puis de savoir se dire, ça peut-être pas trop. Enfin, rester dans ses goûts, en fait. Dans ses goûts, en s'adaptant à l'air du temps. Ouais, toujours. Et il y a une chose étonnante, je ne sais pas si vous le savez, mais Antoine, avec son fils, a repris Touchez pas à la mer, l'a mis dans l'intelligence artificielle et a sorti 12 versions sur 12 rythmes différents. C'est vrai? En quelques secondes avec l'intelligence artificielle. Ah, c'est l'intelligence dangereux. artificielle, ça c'est autre chose. Hein. C'est C'est dangereux. ça C'est fait- que le début. Hélas, oui. C'est que le début, en fait, pour l'instant, le seul miracle qui pourrait être, mais ça ne va pas forcément complètement dans ce sens, c'est légiférer dans le sens des auteurs, compositeurs, interprètes. Mais pour l'instant, je sais pas trop. Et ça, En tout cas, aux États-Unis, on en est loin et on va aller de plus en plus loin, je peux vous le dire. Là. Oui, et ça, c'est aussi un de vos problèmes, un de vos soucis, parce que vous défendez aussi, Arnold Turboust, les auteurs et les compositeurs. Je dois et beaucoup, en fait, à la musique et notamment aux droits d'auteur. Je le dois par le biais de la SACEM. Oui. Et c'est aussi la raison puisque vous parlez de ça, c'est la raison de mon engagement pour défendre le droit d'auteur, qu'il reste forever, périn. Exactement. Et voilà, c'est pour ça que je me suis engagé comme administrateur, enfin je me suis engagé dans un chemin à la SACEM pour défendre le droit d'auteur pour les autres plus tard. C'est tellement important. C'est essentiel. Alors, il y a la chanson, mais la musique, mais il y a aussi une chose étonnante. Vous avez composé la bande originale du film d'animation Bécassine et le trésor viking. Vous savez, la musique, c'était une aventure. Hein. Moi, j'ai fait ça, alors parce qu'un jour, il y a un type qui m'appelle, qui me dit ça n'intéresse pas. Je regarde un peu les images. Je dis, elles sont super belles, ces images. J'avais jamais fait de dessin animé. Et en fait, j'ai fait toute la musique. C'était incroyable, quoi. J'ai beaucoup aimé, en fait. Et Bécassine est né par hasard parce que dans la semaine de Suzette qui sortait, il manquait une page, l'auteur n'était pas là, et donc la rédactrice en chef, Jacqueline Rivière, a inventé ce personnage avec un dessinateur Pinchon, et ils ont dit c'est une bécasse, il fait des bêtises, Bécassine. Et c'est né pour une planche. Ah, je savais pas. Et après, on sait ce que ça a donné. Non, je savais pas. Non, mais j'ai trouvé ça assez drôle. Non, mais c'est parce que j'aimais bien l'image et j'aimais bien le réalisateur. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Bon, Bécassine, ça avait déjà été tellement fait, c'était pas si évident, notamment par Jean-Jacques Debouche, Chantal Goya. Voilà, c'est ça. C'est ma cousine. Alors, il se trouve aussi qu'on a parlé des duos, et vous en avez fait un autre que celui que vous avez chanté avec Zabou, avec Barbara Carlotti. Comme un vol d'oiseau, ça fait une fête.
Barbara Carlotti, quand vous avez fait cet enregistrement, n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui, Arnold Turbuste. Non, mais je l'avais entendu en fait dans une émission de radio et j'avais trouvé que sa voix était vraiment. Enfin, j'aime beaucoup sa voix en fait. D'ailleurs, je sais pas, il y a quelque chose de tellement léger qui va bien avec la musique. J'adore sa voix. En fait, je suis très sensible aux voix. Et elle est d'ailleurs dans le nouveau film de Claude Lelouch, finalement. Elle a un rôle parce que justement, Claude Lelouch a repéré sa voix. Bah oui, ça m'étonne pas, ouais. Alors, dans vos particularités, c'est que vous avez eu un prix rare de la SACEM, l'autoproduction, car vous faites partie de ceux qui ont décidé de ne pas passer par le chemin des maisons de disques, mais de faire de l'autoproduction, Arnold Turbuste. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça me donne beaucoup plus de liberté. Je fais exactement ce que je veux et je n'ai jamais supporté qu'on me dise ah non mais ça je veux pas ça, je veux que tu me fasses ça, je peux pas. Donc en fait au moins ça me permet d'être et je fais exactement ce que je veux et je ne rends de compte à personne si ce n'est à moi. Oui, mais c'est des accords. C'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de risques. Ah non mais c'est énormément de travail. Mais de toute façon vous savez pour trouver des mélodies, enfin je crois évidemment qu'il y a certaines personnes qui sont des génies tout ça, mais la seule chose qui soit importante c'est la récurrence. La récurrence et le rendez-vous avec son piano ou avec sa plume, enfin les deux en même temps, quoi. Si vous faites pas ça, je crois que de toute façon, vous allez vite être dépassé. Oui, mais l'autoproduction, ça veut dire tout un travail derrière, une fois que la musique est composée et que le texte est écrit. Je sais m'entourer. Voilà. En même temps, je crois que ça commence en Belgique au départ. Aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. La Belgique est pour moi un territoire qui me suit, et notamment la RTBF me suit toujours. C'est incroyable. Ils aiment beaucoup. Quoi que je fasse, ils me suivent. Enfin, si franchement c'est mauvais, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit pas si mauvais en tout cas. Alors, il y a eu le confinement, et là, ça a été un peu plus dur. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, pendant le confinement, j'ai beaucoup aimé cette période où j'avais plus de compte à rendre à personne, si ce n'est en visio de temps en temps, et ce qui m'a permis de faire justement du piano tous les jours. Voilà, et de composer un album qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle Turbuste, ouais, avec... Non. Sur la photo. Oui, effectivement. Oui, c'est l'album d'avant. Voilà. Vous avez raison, pardon. Et sur la photo, c'est le titre de l'album. Et là, il y a une vision d'océan. Là, c'est la Normandie natale. À votre avis? Alors, oui, évidemment. Oui, c'est ça. Et derrière, on voit à peine, c'est Jersey, en fait. Parce que c'est toute mon enfance. Jersey aussi? Ah bah j'y allais tout le temps, oui. D'ailleurs, il y a une chanson, ça s'appelle Oni, soit qui mal y pense. Et en fait, c'est un peu mon idée des rapports entre la Normandie et genre l'Angleterre, en fait, si vous voulez. Et moi, ma famille est originaire de Falaise, et c'est pas rien. Vous savez, toutes ces festivités autour de Guillaume le Conquérant, tout ça. Enfin, donc j'ai vécu tout ça, et donc je me souviens avec mes parents, nous allions très très souvent à Jersey. Mon père disait, oh, on va aller à Jersey, on va aller passer le week-end, tout ça. Oui, il suffisait de prendre le bateau et on était à Jersey, oui, en Angleterre. Ça. On était en Angleterre, c'est l'Angleterre, Jersey, ouais. Alors dans cet album sur les photos, il y a une chanson hommage. Un homme pressé en quelque sorte cherche à fiancer une belle eau forte, enlevée aux antipodes, nom de code, Belmondo. Un hommage à Jean-Paul Belmondo, un duo d'ailleurs, je crois encore. Non, c'est tout seul. C'est parce que je fais une voix très très haute, oui. C'est pour ça, c'est ce qui vous fait dire ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, surtout au film L'Homme de Rio. J'aime bien ce film parce que ça me rappelle mon enfance, en fait. Si vous voulez, sur la photo, j'ai appelé cet album parce que je considère que j'aime pas les photos. Oui. Ça, c'est le premier truc, mais c'est pas pour ça. Vous n'aimez pas les clichés non plus? Non, j'aime pas ça. Non, puis si vous voulez, une photo, vous la prenez, c'est déjà le passé. Et donc, en fait, c'est c'est le chapeau de cet album. C'est-à-dire que il y a beaucoup de souvenirs dans cet album. En fait, c'est un album un peu de souvenirs. C'est pour ça que j'ai appelé sur la photo. Et Belmondo, ce film, L'Homme de Rio, fait partie de souvenirs que j'ai eus, de films que j'ai adorés, notamment aussi par Jean-Paul Belmondo. Elle s'appelle d'Orléac, Françoise d'Orléac, la ville de Rio, où j'ai eu la chance d'aller à plusieurs reprises, notamment enregistrées, et où j'ai retrouvé un peu des paysages que j'avais vus dans le film. Mais vous n'êtes pas le seul, je crois que Spielberg s'est beaucoup inspiré de L'Homme de Rio quand il a commencé à faire ses films. Ah oui, je savais pas. Alors, il se trouve donc cet album est sorti, ouais. Et l'avenir maintenant, Arnold Turbuste? L'avenir, je sais pas, l'avenir en fait, si vous voulez, c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que je cherche toujours et encore de nouvelles mélodies, et donc j'espère pouvoir sortir quelque chose assez rapidement, et donc l'avenir c'est aussi un peu de scène. Oui. Voilà, c'est ce que je fais. Régulièrement? Vous voyez, ce week-end, j'ai fait un concert, donc je vous l'ai dit, au Havre, et puis à Luc-sur-Mer, à côté de Caen.
Puis j'en ai d'autres qui arrivent. Ouais. Et puis toujours avec des nouveaux artistes en duo, parce que vous avez toujours l'œil et l'oreille pour trouver de nouveaux talents. Bah, par exemple, sur cet album, il y a un duo avec Patricia Petitbon. Oui. Voilà, oui, toujours. Il y en a, ouais, oui, il y aura forcément des duos. Ouais. Parce que là aussi, c'est un travail important. Les maisons de disques, pensant à leur chiffre d'affaires, ne voient pas tellement toujours les jeunes talents qui ont du mal à émerger. Non, mais vous savez, je pense que ce qui est important quand on fait, ce qui est important, c'est être et faire ce que vous avez à faire, sans vous occuper des avis de Pierre ou Paul. Je sais que c'est difficile, hein, mais pour moi, c'est ça, en fait. Voilà, je vais continuer, même si il y en a qui vont dire, mais tu as complètement tort de faire ci, ça. Non, mais pour moi, c'est super important. C'est mon éthique, c'est ma façon de penser. Je vais vous dire quelque chose, hein. Il y a un album, par exemple, que j'ai fait avec Étienne, qui est devenu très, très célèbre, qui s'appelle Pop Satori. Et lorsque nous avons rendu les bandes de cet album, la maison de disques, le label nous a dit non, mais c'est pas possible que ce soit ça. Presque à recommencer. Lorsque je leur ai livré une chanson que vous avez passée tout à l'heure, qui s'appelle Tomber pour la France, on m'a dit c'est un fatras de synthé, Arnold. Voilà. Eh bien, écoutez, continuez Voilà. comme ça. Il y a cet album sur la photo que je recommande à celles et ceux qui vous aiment. Il y a cette nouvelle version de Mademoiselle Adélaïde. Et puis, il y a l'avenir. Mais ça, on en reparlera une autre fois dans les clés d'une vie. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup. Et j'étais vraiment heureux et tellement surpris que vous connaissiez toutes ces dates de ma vie. Je vous suis et je suis pas le seul à vous suivre. Merci à Arnold Turboust. Merci beaucoup à vous. L'éclat d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.